invitée avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Michel Martinez nous accompagne également. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB. Et Pierre Bismuth avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management. Je prends la focale très courte du jour. La situation intraday du marché pour ceux qui ne suivent pas au quotidien derrière leurs écrans les évolutions de marché. Je rappelle qu'il y a eu ce petit flash crash à 10h ce matin sur l'ensemble des indices européens. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet événement ? Je ne vais pas dire rarissime, mais on ne vit pas des flash cracks tous les jours non plus sur les marchés, bien heureusement. Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'étais devant mon écran Bloomberg à 10h et je me suis dit, mais que se passe-t-il ? On avait des news pour voir que les marchés européens dévissaient complètement. En fait, je pense que c'est après une séance cataclysmique vendredi à Wall Street. C'est vrai que l'ouverture des bourses européennes ce matin était pas forcément très sereine, et je pense qu'il y a beaucoup de nervosité un peu partout parce que c'est difficile de voir où vont les taux, où vont les marchés, et je pense que c'est un accident de marché qui est assez caractéristique d'une grosse nervosité, notamment sur les bourses européennes. Ouais, c'est dans la construction même des marchés, ou ça peut être une erreur humaine encore aujourd'hui. Visiblement, la bourse de Copenhague, je crois, a précisé que l'événement était dû à un participant de marché qui aurait pu faire une erreur sur un ordre à passer. Et visiblement, on parle de montants assez substantiels pour que ça puisse abîmer le marché comme ça pendant quelques minutes. Moi, j'imagine que l'ordre concerne des futurs. Alors, je n'ai pas d'informations, mais c'est certainement un ordre de vente pour faire décaler à ce point-là les marchés. Donc, on ne peut pas dire que l'ambiance est à la fête. Oui, ça. C'est sûr. Oui. Ça reflète quand même une forme de nervosité et peut-être de questions de liquidité aussi. Je rappelle que Londres est fermé, par exemple. Absolument, Pas mal de places asiatiques seront fermées tout au long de la semaine. Bon, une fois qu'on a traité ce petit événement du jour, arrive de temps en temps, venons-en aux fondamentaux et aux fondamentaux macroéconomiques avec vous, Léa, Michel. Sur la partie européenne, Michel, on a encore en tête les premières estimations de croissance qui ont été publiées pour la zone euro et les grands pays de la zone euro vendredi dernier, concernant le premier trimestre, bien sûr, avec certaines déceptions quand même. Quelle lecture vous faites de ces chiffres, et est-ce qu'il faut envisager un renversement de la dynamique de croissance en zone euro qui nous amènerait à un schéma de stagflation ou de récession, autrement dit un schéma très différent de celui qu'on avait en tête ou qu'on a peut-être toujours en tête pour la zone euro cette année? Oui, le risque existe, effectivement, qu'on ait une stagflation, voire même une récession technique. Ne serait-ce que parce que ça dépend de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, de la possibilité de restrictions supplémentaires sur les approvisionnements en énergie, en produits énergétiques. Après, nous, notre scénario, il reste raisonnablement optimiste. On a une prévision de croissance pour la zone euro légèrement inférieure à 3% pour cette année, donc avec des trimestres de croissance positive, légèrement au-dessus de celui qu'on a connu au premier trimestre, 0,2%, donc c'est légèrement en dessous de la croissance potentielle, donc c'est vrai que c'est pas bon en soi, mais en même temps, si on le met en face à face de la hausse de l'inflation pour le premier trimestre, sur le trimestre, il y a eu une hausse de l'inflation de presque 2,5 points, donc c'est beaucoup. En trimestre à trimestre, et donc avoir 0,2% de croissance, c'est pas si mal que ça. Après, encore une fois... Ça montre quoi ? Une forme de résilience face à ce niveau d'inflation qui occupe les esprits aujourd'hui ? En fait, on peut le dire, effectivement, la consommation aura probablement beaucoup souffert en zone euro, a baissé. On l'a vu, quand on a les détails, on a les détails pour la France, par exemple, on voit que c'est ça qui a pesé. Et la consommation, elle a souffert du fait de la hausse des prix, en ce qui concerne les biens, et en ce qui concerne les services, en particulier, je pense à l'hôtellerie, restauration. Il ne faut pas oublier qu'une bonne partie du premier trimestre en zone euro, il y avait encore des restrictions sanitaires. Par exemple, en France, on sait que la consommation en dépenses de tourisme, hôtellerie et restauration a baissé de 5,5 sur le trimestre. C'est beaucoup. Mais alors, quand on se projette, faut faire des scénarios sur les prix énergétiques.
on a plutôt, nous, comme scénario central, qu'on est proche du pic. Donc, l'inflation de trimestre à trimestre va ralentir beaucoup. Et en plus, on rajoute la réouverture de l'économie, hôtellerie, restauration, etc. Donc, c'est pour ça on pense qu'il y a un potentiel pour la consommation de rebondir. Et pourquoi, au total, on y croit quand même? C'est parce qu'il y a, comme aux États-Unis, une réserve d'épargne accumulée qui nous permet de passer les prochains trimestres. Mais évidemment, il y a un risque que la croissance soit beaucoup plus faible. Et en particulier, si du côté des prix énergétiques, ça se passe plus mal que le scénario qu'on a en tête, mais aussi que le marché a en tête sur des prix pétrole et du gaz qui refluent graduellement. Mais c'est ça, oui, pour dire les choses, c'est le scénario blackout, comme on l'appelle, je crois, chez les économistes, de rupture brutale et non ou mal préparée des approvisionnements de l'Europe en gaz, que l'embargo vienne d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, pour dire les choses, Michel. Mais tant que ce scénario ne se matérialise pas plus qu'aujourd'hui, dites, le scénario central, ça reste celui d'une économie européenne qui peut rattraper encore peut-être le retard qu'elle a pris en début d'année. Je rajoutais juste un point rapidement. J'ai parlé expliqué pourquoi du côté des ménages, on est raisonnablement confiant, mais du côté des entreprises, on a des entreprises qui ont des taux de marge, profit net d'impôts et de charges financières qui sont les plus hauts depuis 30 ou 40 ans. Partout en zone euro, avec des ratios d'endettement qui sont plus faibles qu'avant le Covid, ratio net d'endettement. Donc on a un secteur privé, ménages et entreprises, qui nous semble avoir des matelas pour pouvoir absorber le choc inflationniste. Après, encore une fois, si ce choc inflationniste il continue, c'est autre chose. Mais s'il reste contenu tel qu'il est actuellement, on pense que effectivement, il y a un ralentissement, mais pas un scénario de dégradation forte de l'économie qui, in fine, toucherait le marché du travail. C'est pas ça qu'on a en tête. Et à ce stade, c'est donc encore possible d'avoir entre 2,5 et 3% de croissance cette année en zone euro. Voilà, nous, on est légèrement inférieur à 3. Plus proche de 3 que de 2,5 d'ailleurs. Quelle est votre vision là, de la dynamique de croissance en zone euro, avec tous les risques qui pèsent, bien sûr, à commencer par la crise géopolitique à nos portes et la question des prix de l'énergie. Il faut ajouter aussi peut-être la baisse de l'euro, qui vient substantiellement renforcer encore le choc inflationniste pour la zone euro. Oui, alors je pense que c'est effectivement... Tout dépend des scénarios d'énergie qu'on met, parce que ça a beaucoup de conséquences en termes d'inflation, de pouvoir d'achat, de politique monétaire et autres. Donc blackout est un scénario game changer de ce point de vue-là. Alors il y en a même plusieurs. Ah bon nous on a un scénario central qui n'est pas celui d'un embargo russe sur le gaz rapide, mais qui est par contre celui d'un embargo pétrole. Et donc ça ce qui est en discussion aujourd'hui. Et visiblement c'est peut-être l'embargo qui sera le plus facile à mettre en place côté européen. Exactement. Pétrole russe. Pétrole russe. Charbon, probablement. Oui. Les deux sont des scénarios qui, nous, est notre scénario central et qui amènent à un scénario de croissance cette année en zone euro autour de 2%. Ce n'est pas non plus un scénario dramatique. Il faut savoir que l'acquis de croissance en zone euro pour 2022, c'est-à-dire le niveau de croissance, si on est à 0% tous les trimestres, est à 1,9%. Donc, un scénario d'embargo, on a un scénario autour de 2%. Ça implique des prix du pétrole tournant autour de $125 le baril à horizon d'été, voire un peu plus. Un scénario dans lequel on aurait un embargo du gaz, encore une fois, tout dépend quand il est mis en place, mais sur la seconde partie d'année, les premières estimations des travaux de recherche qu'on peut faire ou que les chercheurs ont fait, c'est des scénarios qui, par rapport à un scénario central, emmènent autour de moins 3% par rapport à un scénario lambda. Donc si on a un scénario 2, ça amènerait un scénario de moins 1 en zone euro. C'est probablement un scénario qui sous-estime l'impact parce qu'on ne mesure pas les problématiques de chaîne de valeur et de substitution ou pas des entreprises et des pays européens les uns aux autres. Donc c'est un vrai... Le scénario, encore une fois, les sous-jacents sont bons en zone euro. C'est vraiment la problématique aujourd'hui de construction de scénarios, c'est des scénarios qui sont conditionnés à des hypothèses. Une chose qui est importante, c'est peut-être ce qu'indiquent les modèles, donc sur lesquels on ne met pas d'hypothèse justement. Aujourd'hui, les modèles de croissance en zone euro indiquent que quand on est sur les niveaux de confiance du consommateur tels qu'elles sont aujourd'hui, quand on prend les enquêtes de la Commission européenne, dans 98% des cas, sur une enquête historique depuis les années 80, on est sur des prévisions de croissance trimestrielle faibles en zone euro,
autour de 0%. C'est le niveau de confiance dû à la hausse de l'inflation qui est problématique. On en revient à la question de l'énergie. Si les problématiques pétrole, énergie se maintiennent, le pouvoir d'achat reste affecté, la confiance des consommateurs reste affectée. Et effectivement, c'est là où on bascule dans un scénario nettement plus baissier sur la zone euro, avec toute la problématique, qu'est-ce qu'on fait de l'inflation et qu'est-ce que fait la BCE. Petite parenthèse sur le niveau de confiance qu'on peut avoir justement sur ces enquêtes de confiance. Enfin, il y a une fiabilité aujourd'hui à regarder les enquêtes de confiance du consommateur. Je regarde celle américaine. Il y a 2 grandes enquêtes. Elles ne disent pas forcément la même chose. Alors, et puis, derrière la dégradation de la confiance du consommateur américain, qui alerte tout le monde, quand même toujours un niveau de résistance, de résilience de la consommation. Le patron de McDo disait vendredi, moi, les consommateurs, ils sont en grande forme et ils sont très résilients par rapport aux hausses de prix que je leur fais subir dans mes magasins. C'est un produit de base, on va dire. Ouais. McDo, un produit de fréquemment consommé, en tout cas. Alors, il y a des vraies différences, US zone euro. L'enquête du Michigan aux États-Unis, elle est très polarisée. Prenez l'enquête démocrate, républicain, c'est pas du tout la même. Oui. Et le sous-jacent de l'économie américaine n'est pas du tout le même que le sous-jacent de l'économie en zone euro. Oui. Donc il y a 2 différences là-dessus. Est-ce qu'on fait confiance ou pas ? Est-ce qu'on fait confiance aux mathématiques en fait ? Là, dans 98% des cas, on arrive à des scénarios de croissance plus faibles. Et encore une fois, le scénario, enfin la logique macro qui est derrière, dire on a un choc d'inflation, on ne sait pas où il va, on restreint les dépenses, on a un supplément d'épargne, on a des suppléments de marge des entreprises, ça permet d'absorber. Ça, c'est les scénarios de ce qu'indiquent les modèles à 1 ou 2 trimestres. La chose qui est importante, c'est qu'à fin d'année, c'est plus les indicateurs de confiance qui sont essentiels pour analyser la conjoncture, c'est la croissance américaine. Et là, on bascule sur le scénario récession ou pas, croissance anémique ou pas. C'est-à-dire qu'au moment où on sort probablement de ce choc inflationniste ou de cette contrainte, on a la contrainte. C'est la question américaine qui se pose. Est-ce qu'il y a une traction de l'économie américaine pour soulever, pour maintenir la zone euro ? Michel, vous pouvez réagir pour la confiance la confiance sur les enquêtes de confiance. Nous, on ne les utilise pas pour prévoir l'activité. Si on utilise des modèles basés sur la confiance, c'est plutôt les indicateurs de climat des affaires, INSEE, PMA, etc. Là, on explique une bonne partie de la croissance avec ça. Et force est de constater que ces enquêtes de confiance auprès des entreprises, même si elles ont baissé, elles restent extrêmement bonnes. Elles sont très au-dessus des moyennes historiques. Donc elles continuent. Donc si on croit les entreprises, vous faites plus confiance aux entreprises qu'aux consommateurs. Voilà, si on croit les entreprises, l'activité va être bonne, et en particulier dans les services, elle redémarre assez rapidement. Bon. En termes de marché, comment tout ça se traduit si on regarde la partie européenne, Pierre c'est vrai que les marchés souffrent avec des dispersions toujours très fortes, des secteurs cycliques qui intègrent peut-être déjà l'idée d'une récession en zone euro. En fait, en écoutant nos amis économistes, on voit dans quelle problématique se trouvent les marchés et nous, les gérants. C'est qu'on a des chiffres de croissance qui flirtent avec le 0 pour tous les trimestres compte tenu de l'acquis de croissance, avec des chiffres finalement assez décevants. Donc pour avoir ces fameux entre 2 et 3%, il nous faut un scénario globalement de croissance 0, voire 0,2 par trimestre, qui est vraiment pas brillant. On a une inflation extrêmement forte. En zone euro globale, moins en France, mais plus ailleurs, et un scénario d'inflation aux États-Unis qui est, alors là, pour le coup, vraiment non prévu, en tout cas ne pouvait pas être prévu par rapport à ce que disaient les banquiers centraux l'année dernière. Et on a des banques centrales qui sont obsédées par l'inflation. Et alors c'est un peu différent à mon avis entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis, effectivement, ils ont un boulevard pour normaliser leur taux d'intérêt compte tenu du chômage, compte tenu de la croissance économique. C'est vrai que même si on a eu un très mauvais chiffre, on a vraiment une économie robuste pour le moment. Donc on peut normaliser, on en viendra. Qu'est-ce qu'ils vont faire mercredi à 0,50, 0,75 ? Mais en tout cas, le marché a son avis là-dessus d'ici la fin de l'année. En Europe, on a l'impression d'avoir des tensions sur le marché du travail, des entreprises qui globalement se portent plutôt bien, mais une guerre à nos portes et une BCE qui est obnubilée par l'inflation et qui, avant même de remonter ses taux, a complètement changé de ton. Donc, c'est vrai que les gérants et les marchés sont un peu perdus entre ce qu'on constate de l'économie et ce qu'on essaie de prévoir d'ici à la fin de l'année. Sur l'Europe,
du point de vue des marchés, un scénario blackout, alors je le définis comme une rupture non voulue, non souhaitée, brutale de l'approvisionnement des grands pays européens en gaz venant de la Russie. Enfin, on en parle beaucoup, hein, donc c'est pas un scénario qui sort de nulle part. C'est des discussions politiques évidemment très compliquées, mais c'est un scénario qui pourrait être un scénario de rupture encore pour des marchés qui ont déjà corrigé quand même, hein, qui intègrent sans doute beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais est-ce que ce type de scénario est déjà en partie intégré dans les prix de marché en Europe aujourd'hui? J'avoue que j'ai beaucoup de mal à vous répondre. C'est compliqué à savoir. En fait, j'ai du mal à vous répondre parce que quand on écoute la BCE, j'ai quand même du mal à voir comment on peut adopter un discours de remontée des taux et de lutte contre l'inflation sans être au courant que finalement l'embargo va être graduel, de façade. De façade. Pour dire les choses. Voilà. Moi, j'ai un peu de mal. Alors, à moins que vraiment les gouvernements européens ne parlent pas à Christine Lagarde et que chacun dise ce qu'il veut dans son coin. Mais là, vraiment, si on avait un scénario blackout, j'avoue qu'on serait, alors nous, pour le coup, très, très, très surpris. Ouais, je comprends. Oui, non, mais c'est ces réflexions de marché assez, non, mais on serait assez basiques. Mais vous dites, la BCE ne pourrait pas tenir un discours, une communication aussi agressive si elle avait en tête que ce scénario avait une... Alors, probabilité non nulle, ça c'est certain, mais une probabilité significative. Oui, en plus, c'est agressif pour la BCE, compte tenu de l'historique de la BCE. Mais c'est vrai que quand on voit la dynamique sur l'euro-dollar... ça reste agressif pour des Européens, plutôt mou du point de vue euro-dollar. Mais on voit bien que la BCE aimerait bien aussi normaliser ses taux d'intérêt. Donc si elle adopte un discours qui prépare les marchés à réduction de la liquidité, remontée au-dessus de zéro du taux directeur, et qu'en même temps elle est au courant qu'on peut décréter un embargo rapide sur le gaz et le pétrole, j'avoue que là, et je pense que je ne suis pas le seul à douter. Mais c'est pour ça que les marchés réagissent à la moindre nouvelle, qu'il y a énormément de nervosité sur les marchés et que, encore une fois, c'est plutôt les États-Unis qui pilotent l'humeur des marchés. Ah ouais. Toute chose égale par ailleurs, Michel, le meeting de la BCE en juillet s'ouvre. Visiblement, au point qu'une décision d'une première hausse de taux puisse être prise le 21 juillet prochain. C'est une option qui est sur la table aujourd'hui. Encore une fois, si le scénario se déroule sans rupture d'ici là, est-ce que oui, ce serait le bon moment d'y aller pour la BCE? Tout est possible. Non, mais ça va dépendre vraiment des données, de l'évolution de la croissance, du marché du travail, de l'inflation. Ils sont encore data dépendantes. Voilà. Non, mais je pose la question sincèrement, naïvement, presque. Hein. Oui. Donc, la communication étant tellement agressive, tellement plus agressive aujourd'hui qu'elle ne l'était. Je la trouve pas agressive du tout, moi. Mais elle a toujours rien fait. Hein. Pour l'instant, elle a toujours pas remonté les taux. Mais les taux ont remonté sans attendre. Elle n'a pas annoncé de remonter les taux encore, à ma connaissance aujourd'hui. Les marchés anticipent qu'elle va le faire, mais il n'y a pas eu d'annonce aujourd'hui à ce stade. Ce qui est quasiment acquis, c'est la fin des achats de titres obligataires. Et ce dès juillet, au cours du troisième trimestre, mais probablement dès juillet. Donc, mais qu'elle fasse qu'au même moment on est à la fin du quantitative easing et la première hausse de taux, voilà, moi c'est pas ce qui me semble le plus probable. Il nous semble le plus probable. Nous on est plutôt sur une première hausse des taux directeurs, mais faible, 25 points de base fin du troisième trimestre, septembre on va dire. Et une autre pour amener le taux de dépôt à zéro en fin d'année. C'est plutôt ce qu'on a en tête. Mais c'est vrai que le marché, lui, il imagine dès maintenant qu'en fin de cette année, le taux de dépôt passera de moins 0,50 à 0,50 plus 100 points de base. Oui, bien sûr. Voilà. Et oui, effectivement, c'est beaucoup. Est-ce que la chute de l'euro dans l'équation de la BCE peut bousculer justement et accélérer la séquence? Plus on voit l'euro baisser, plus on voit une communication agressive de la BCE et de certains membres qui étaient jugés quand même assez mesurés, modérés. La BCE ne pilote pas le taux de change. Évidemment, sauf que c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure, la faiblesse de l'euro crée un problème sur la stabilité des prix avec une inflation importée qui est démultipliée par la faiblesse de la devise. Voilà. Il faut relativiser le sujet parce que l'euro est faible contre le dollar. Il est à 1,05.
En général, les mesures de parité de pouvoir d'achat, c'est autour de 1,25, 1,30, etc. Donc là, l'euro est faible par rapport au dollar. Mais quand vous comparez par rapport aux autres devises, c'est pas vrai en fait. Quand on compare par rapport au yuan, au yen, à l'ensemble même des autres devises, le taux de change effectif réel, il a quasiment pas bougé depuis 2 ans. Donc je pense que c'est peut-être aussi derrière ça que se cache la BCE. Maintenant, sur la question de l'inflation importée, en particulier matières premières, on sait que c'est en dollars. On sait que c'est tout en dollars et qu'effectivement, là, il y aurait un impact important à avoir une devise plus chère et l'impact sur l'inflation serait assez immédiat. Léa, est-ce que l'économie américaine est encore robuste ? Si oui, comment est-ce qu'on peut avoir une économie robuste avec une contraction de son PIB de 0,4% trimestre à trimestre sur la première partie de l'année, moins 1,4 annualisé ? Et est-ce que les fondamentaux économiques américains permettent à la Fed d'être très agressive, très rapide dans sa normalisation de politique monétaire, ce qui est la stratégie consensuelle aujourd'hui qui embarque l'ensemble des membres du FOMC ? Alors, l'économie américaine est robuste. Elle est en phase de décélération, on l'a vu. Elle reste robuste. Alors, le chiffre est nettement moins bon que ce que tout le monde anticipait. Encore une fois, quand on gomme les effets net commerce et les effets de stock, on est sur une croissance positive et un soutien massif de la consommation. Donc, le sous-jacent est bon. Aux États-Unis, encore une fois, je reviens sur de la logique de modèle, quand on regarde à 1 ou 2 trimestres, ce qui est important, c'est le marché de l'emploi. La dynamique du marché de l'emploi, avec toute la problématique qu'il peut y avoir à côté, problématique de pouvoir d'achat ou autre, on a une dynamique du marché de l'emploi, on a probablement une spirale prix-salaire qui se met en place, mais du coup, on a un effet d'entraînement et de soutien. Le revenu s'ajuste à cause de l'inflation, mais on a un sous-jacent qui est bon et qui permet en fait à la Fed d'avoir ces 2-3 trimestres où elle a somme toute la possibilité de mettre en place son resserrement et de le mettre en place sans que ça affecte l'économie. Donc ça, c'est l'ensemble de l'année 2022. Probablement, on va commencer à avoir l'ajustement en fin d'année. Ce qu'il faut avoir en tête sur la Fed, c'est que par contre, à horizon fin d'année, là, c'est plus les problématiques d'emploi et de logique domestique, c'est vraiment le resserrement des conditions financières et le niveau de taux qui devient restrictif et qui fait ajuster l'économie. Nous, le déclencheur, c'est plutôt fin d'année, début 2023, où là, on tombe sur une croissance anémique aux États-Unis, proche de 0. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quel est le rythme du resserrement de la Fed. Et ça, c'est important, en fait. Quel est le rythme et est-ce qu'il est anticipé ? Tant qu'il est anticipé par les marchés, on n'a pas de problématique. C'est pour ça, en fait, si le marché anticipait 0,75 à la prochaine réunion, la Fed serait limite tentée de le faire. Il ne faut pas créer... En fait, elle a été très douée dans son resserrement. Il ne faut pas, à l'inverse de la BCE, qui a préparé la chose un peu différemment, la Fed a plutôt bien préparé la chose. Et au final, le marché s'attend à son resserrement. Si elle ne le faisait pas, ça serait limite problématique. Et on voit bien dans nos discours, c'est on fait 0,75, on ne calcule même plus de faire un 0,25. Là où c'est important, c'est que non seulement la Fed resserre, mais la Fed réduit son bilan. Oui. Et le resserrement du bilan, nous, on a calculé l'équivalent d'une baisse du bilan de 100 milliards, c'est un équivalent à 0,25 points de base par mois. C'est un équivalent à 0,25 points de base de resserrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Fed monte ses taux Fed Funds de 0,25 et réduit son bilan de 100 milliards par mois, c'est du 0,50. C'est du 0,50. Ça amène des taux Fed Funds à peu près cible à 4,5% fin d'année. C'est important. C'est ce qui fait qu'on bascule... En intégrant la baisse du bilan. En intégrant les deux. Un taux Fed Funds effectif, bilan, plus resserrement, c'est un taux à 4,5. C'est un taux qui ajuste. C'est un taux qui doit permettre de contrer le risque d'inflation, parce que là, on a un vrai problème d'inflation aux États-Unis. Et c'est ce qui fait que l'activité décélère. Après, la question, c'est l'année prochaine, est-ce qu'on est sur un cycle américain où on est vraiment sur quelque chose de sévère parce qu'il y a un ajustement immobilier derrière, parce qu'il y a un problème sur les bilans des ménages, parce qu'on a un problème de nature systémique qui se met en place, ou est-ce qu'on est, encore une fois, dans les cycles de cycles, comme on connaît depuis 2015, un ajustement, une épure et une reprise. C'est ça, en fait, le vrai challenge. Là, aujourd'hui, on voit bien, il y a un risque d'inflation, il y a une spirale qui se crée, la Fed va agir quoi qu'il arrive sur la macro et sur les marchés. Là, vous dites, ils ont au moins 2 trimestres. Ils ont 2 trimestres de résilience. Oui, c'est ça. Exactement. Pour y aller vite et fort. Exactement. Ouais.
Bon, le marché est prêt à ça, du coup Bien, on en parle de toute façon, le marché l'évalue. Le marché l'évalue, parce que si on regarde et le les marché taux... est d'accord avec cette idée. Oui, le taux anticipé, il est entre 2,75 et 3% d'ici la fin de l'année. Donc, mais d'autant plus que je pense qu'elle va être assez rapide à cause des élections de mi-mandat qui arrivent donc en novembre. Et donc, elle a effectivement 2 trimestres pour le faire. Mais tout le monde est prêt. Et de toute façon, quand vous voyez la courbe des taux qui n'arrive pas à s'ajuster, il est temps de tirer. Parce que tant que la courbe des taux n'arrivera pas à se stabiliser, en fait, on sera dans une volatilité des marchés financiers extrêmement élevée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus vite la Fed va entrer de plein pied dans cette normalisation, pour l'instant on a juste eu 25 points de base et l'arrêt des achats nets, plus vite le marché retrouvera obligataire une forme de stabilité, de visibilité qui permettra de se projeter. En fait, moi je pense qu'on est drogué au forward guidance. Non mais drogué. C'est-à-dire que les indications prospectives, en bon français, en fait, on a ça depuis des lustres ou voire même une décennie. Et là, en fait, c'est la première année où véritablement, la BCE, très honnêtement, c'est compliqué de comprendre parce que le discours est trop compliqué. Et sur la Fed, on sait qu'elle va agir, on ne sait pas dans quelle mesure, et donc le marché évalue le pire du pire. Et donc, c'est pour ça que il faut qu'elle y aille et qu'on sache quel est le taux d'arrivée, en tout cas qu'on ait cette idée, parce que quand vous voyez les dots, quand vous voyez ce que disent chacun des gouverneurs, ce qu'évalue le marché, c'est extrêmement compliqué de se situer sur ce taux d'arrivée et on voit bien que la courbe des taux n'arrive pas du tout à se stabiliser, elle est parfois inversée, alors que le 3 mois, disons, il est parfaitement pentu et c'est très bien comme ça. Mais cette courbe qui n'arrête pas de se déformer crée vraiment le bazar pour des prises de position et de savoir en fait où va l'économie. Mais c'est vrai que si on imagine mal la Fed faire une énorme erreur de politique monétaire et de ne pas être dans son mandat. Donc là, une économie avec un taux de chômage au plancher et une consommation qui tient, enfin franchement, on attend tous que cette courbe s'équilibre. Ouais. Et derrière le débat macro, quand il faut prendre des décisions d'investissement à la fin de la journée, Pierre, qu'est-ce que ça donne ? Le 10 ans américain à 3%, le 5 ans est à 3% aussi, sur les parties plates de la courbe. Le TIPS américain, donc l'obligation à 10 ans ajustée des anticipations d'inflation, qui protège contre les anticipations d'inflation, voit son rendement désormais positif. Est-ce que ça, c'est des signaux forts pour l'investisseur ? Est-ce que ça redonne de l'attrait relatif, au moins, pour de l'obligataire dont on était, sauf contrainte, dont on était à l'écart depuis très longtemps quand même ? Alors, je vais essayer de répondre clairement. Si on regarde les dynamiques depuis le début de l'année, inexplicablement, enfin, ça s'explique quand même par du rendement, le meilleur marché, c'est le high yield, et le pire, c'est les souverains. Donc, là, franchement, du plus risqué au moins risqué. Exactement. Donc ça veut bien dire que finalement, les marchés n'ont pas une peur panique de l'économie américaine et de la capacité des entreprises les plus endettées à gérer leurs dettes. Pas la rembourser, mais à gérer leurs dettes. Bon. Maintenant, c'est vrai qu'on voit, et c'est un peu ce que dit l'euro-dollar, c'est que les taux d'intérêt aux États-Unis sont quand même deviennent de plus en plus attractifs. Le problème pour prendre une position, c'est une volatilité sur le niveau des taux qui est trop élevée. Donc, moi, ce que j'attends, c'est qu'on passe tranquillement les 3% et qu'on les passe franchement. Mais c'est vrai que ça commence à devenir des points d'entrée sur les obligations de la partie... Alors, c'est là où c'est contre-intuitif, la partie longue, mais surtout de la partie courte. Parce que comme la courbe, en fait, le 2 ans est de plus en plus élevé, on est à 2,70, le risque est extrêmement faible de prendre une position sur la partie courte de la courbe américaine, parce que pour manger en fait votre rendement, il faudrait que les taux aillent à 4, 4,5, donc ce qui pourrait être finalement le cas. Mais vous ne perdriez pas d'argent. Donc c'est là où je dis que la courbe des taux doit se stabiliser. Pour le moment, partie courte, je pense que c'est très compliqué de perdre de l'argent si on prend une position sur le 2 ans. Mais en attendant la stabilisation et peut-être la baisse de volatilité sur ces marchés obligataires, vous dites que c'est une logique de marché qu'il va falloir surveiller quand même. Absolument, mais là, difficile de prendre de la duration longue, mais duration courte sur les marchés obligataires américains.
ça devient finalement, le taux est tellement haut par rapport à ce qu'on a connu et par rapport à ce qui peut arriver que c'est vrai que autant prendre du rendement là-dessus. Et ça se fait au détriment des marchés actions ? Alors les marchés actions, c'est difficile d'être absent. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, ce qu'on fait nous dans les fonds, c'est que on laisse diluer la partie action dans les fonds diversifiés pour essayer de reprendre une position, remettre au niveau neutre. Alors on est au niveau neutre par des options, mais ça c'est vraiment technique. Et pour de l'investissement, on attend vraiment que le niveau de VIX revienne un peu à la normale, autour de 20-25, parce que là, c'est vrai on est à 35, plutôt à 35 qu'à 20-25. Trop de nervosité, donc c'est très difficile de prendre des positions extrêmement stratégiques, donc on utilise les options pour le tactique. Sur la partie américaine, Michel, est-ce qu'on parle d'une économie qui est au bord d'entrer en récession et d'une Fed qui ferait une erreur monumentale ? Non, je crois pas. sur l'économie, donc le PIB a baissé de 1,4% sur le trimestre en rythme annualisé. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, la demande interne, la consommation et l'investissement étaient très forts. Très fort. Oui. La consommation à un peu moins de 3%, investissement CAPEX entre 7 et 8%. C'est très fort, oui. Donc, et surtout, la conso dans le contexte qu'on a évoqué en début d'émission, l'inflation forte, etc. Et alors la contrepartie, c'est que maintenant, on a un taux d'épargne des ménages qui est un plus bas depuis, je sais plus, une décennie, quoi, en fait. Et en fait, les ménages sont en train de puiser dans l'épargne accumulée Mais j'ai même lu qu'ils recommençaient à faire du crédit, même pour certains, du crédit conso. Et donc, et c'est bien ou c'est dangereux, ça Après, c'est comme tout, il faut que ce soit encadré, et qu'en particulier, ça dépend de la capacité d'emprunt. Mais encore, si on a une vue moyenne du consommateur américain, il n'y a pas de souci. C'est mon propos. Je comprends. C'est que l'épargne accumulée est tellement exceptionnelle. On parle de 11 points de PIB que... Ils ont les capacités d'avoir des taux d'épargne très en dessous des normes pendant longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est plusieurs années. Donc, et donc c'est ça qui alimente la croissance. Et le fait que les entreprises investissent autant, c'est aussi plutôt un bon signe. Ça veut dire signal de confiance. Voilà, une signal de confiance. Et du côté de la Fed, comme ça a été dit par les deux interlocuteurs précédents, il y a la priorité, c'est l'inflation. Et puis, oui, si le consommateur va bien, si le marché du travail va bien. Voilà, donc c'est feu vert. Bon. Décision donc mercredi soir pour la Fed. Il nous reste quelques minutes pour dire un mot de la Chine quand même, qui apporte pas encore beaucoup de bonnes nouvelles non plus, il faut le dire. Léa, je bute toujours sur la politique Covid, quoi. On peut baisser les taux, on peut relancer, on peut faire baisser la devise, on peut faire ce qu'on veut, mais à chaque fois le point de blocage, s'il y a un problème de demande en Chine, le point de blocage, ça reste quand même la politique sanitaire. On est toujours sur ligne de crête, en fait, depuis la crise Covid, entre d'un côté un nécessaire ajustement structurel de l'économie chinoise, on doit déleverager le secteur immobilier, on recentre la consommation, on ajuste. De l'autre, la problématique de croissance et face à ça, la gestion politique du parti et de l'économie. Donc notre problématique, c'est la problématique Covid. Et est-ce que le confinement qu'on a à Shanghai va s'étendre et va provoquer un risque de croissance beaucoup plus fort que ce qu'on attendait? L'objectif du parti, c'est une croissance autour de 5,5 cette année. Ça a commencé à faire du bruit quand le FMI a révisé, durant ses dernières projections, autour de 4. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Ça sous-entend qu'on a un problème sur la stratégie Covid. Ce qu'on connaît aujourd'hui à Shanghai, on l'a connu dans la ville de Xi'an en décembre, on l'a connu dans la région de Jilin en début d'année. C'est normalement des confinements qui durent 4 à 6 semaines, jusqu'à temps qu'on enlève ces cas-là. On rouvre, et encore une fois, on l'a connu nous-mêmes, il y a toujours un effet de relance. Oui. Il y a toujours un effet de bascule, même s'il y a des problématiques de consommation domestique. Mécaniquement, on aura un effet de relance. On rajoute à ça, depuis les quelques semaines, une volonté, en tout cas un affichage sur le fait qu'il va y avoir un soutien budgétaire, monétaire. Donc on peut penser que aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où le point bas risque d'être atteint et on va plutôt être dans la phase de relance. Il faut garder en tête le plénum au mois de novembre et donc il faut afficher
plutôt le côté positif. Ce qui est important par contre, et c'est là où il faut regarder la Chine, c'est que les cargos mettent 6 à 8 semaines à arriver. Donc en gros, on ne mesure pas encore aujourd'hui au niveau mondial l'impact qu'a le confinement et donc le port de Shanghai sur l'ensemble de l'économie. On va le mesurer plutôt à la fin du mois de mai. C'est ça en fait. Si ce confinement dure, si ce confinement dure, on bascule encore une fois sur un scénario zone euro, US, d'inflation qui devient différent. C'est surtout là aujourd'hui qu'il faut regarder la Chine, la capacité de... Donc c'est pas juste pour la Chine, c'est... C'est surtout pour le reste. La capacité du parti, ils ont les moyens financiers d'ajuster. C'est plutôt, est-ce que ça se repropage et est-ce qu'on retrouve ces problématiques de chaîne de valeur amplifiées par l'Ukraine, doublées du risque Chine et du risque Ukraine sur cette année? Michel, sur la Chine, est-ce qu'il faut tirer encore les lignes, là, poursuivre la tendance, ou est-ce que... Après, encore une fois, il faut faire des hypothèses sur la suite, en particulier sur la stratégie zéro Covid. L'hypothèse de début d'année, c'était, vous allez voir, après les JO, ça va changer. Voilà. Bon, ça n'a pas tellement changé, en tout cas alors, pas suffisamment. Je sais pas. Alors nous, ce qui est intéressant, c'est que nos économistes qui suivent la Chine, qui sont en Chine, voyaient au début d'année une fin de la politique zéro tolérance au Covid en fin novembre de cette année, et maintenant c'est plutôt dans les semaines qui vont venir. Donc avant le second semestre. Donc avant le plénum, avant le congrès. Oui. Et alors leur explication, c'est qu'il y a l'acceptation sociale est maintenant extrêmement limitée et que ça peut plus tenir. Alors ils vont toujours probablement garder les noms zéro tolérance, etc. Mais il y aura des ajustements faits. Mais en fait, leur idée, c'est qu'en pratique, il y aura une ouverture. Et puis après, on souscrit aussi à ce que dit Léa. Mais ça veut dire que sur le plan politique de relance, on a franchi un turning point peut-être qui fait que c'est moins productif pour Xi Jinping d'être aussi strict dans la gestion du Covid. Voilà, il y a une question d'acceptation sociale dans des villes comme Shanghai, voire à Pékin. Et donc, à un moment, il faut faire... laisser des marques. Bon, sur la Chine, c'est un sujet de marché évidemment, même si on n'est pas obligé d'être investi en Chine. Pierre, c'est ce que vous me rappelez à chaque fois. Oui, non, absolument. Alors, les avis sont partagés au sein de Myriam, les avis sont partagés. Mais c'est vrai que depuis un an, moi, je trouve que le marché, c'est un pur risque politique. Et donc, pour l'instant, c'est extrêmement compliqué de rentrer sur ce marché qui ne bouge que selon l'humeur de Xi Jinping. Donc si un jour on a finalement une politique pro-business qui consiste à laisser les entreprises faire ce qu'elles veulent, ça pourrait être réinvestissable à nouveau. Mais pour et vous dites c'est partagé parce que c'est pas cher les prix Ah mais non, mais c'est pas cher. C'est vrai que quand vous avez Alibaba qui passe de 300 à 100, voire moins, c'est vrai que vous êtes tenté de rentrer. Il y a des géants chinois qui ont perdu 70% de leur valeur. Donc c'est vrai qu'on se dit intuitivement c'est un point d'entrée. Mais bon, on verra, ils organisent un grand symposium là dans quelques jours en mode grande réconciliation après la grande répression. Si on peut y croire, allons-y. Mais pour l'instant, c'est vrai que nous, notre responsabilité fiduciaire, quand c'est pas dans les indices, c'est quand même, on gère de l'argent pour les clients. On ne leur promet pas une exposition émergente. Donc, pour investir sur les émergents, il faut quand même avoir confiance. Là, pour le moment, la confiance est un petit peu rompue. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre Bismuth, directeur général et directeur de gestion de Myria Asset Management. Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics. Et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB, était avec nous en plateau.